France Culture. Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40. Même si je devais mourir et renaître 7 fois, je n'attendrais ni ne désirerais rien de plus que d'être un samouraï Nabeshima. Ma méthode consiste dans les 4 vœux que voici. Ne jamais faiblir sous la voie du guerrier. Servir valablement son seigneur Lige. Observer la piété filiale. Être compatissant et secourable à tous les êtres humains. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le triomphe des mangas, parmi l'efflorescence des bandes dessinées qui sont proposées dans nos librairies, conduit à s'interroger sur la séduction d'une certaine mythologie japonaise telle qu'elle est importée sur nos rivages, avec au centre du rêve 2 figures auxquelles nous allons consacrer cette émission. C'est à savoir les samouraïs et les ninjas. On est légitimé à s'y attacher conjointement parce que leurs destins, tels qu'ils furent vécus réellement et tels qu'ils furent magnifiés, se sont beaucoup rencontrés et imbriqués. Et aussi parce que mon invité, Pierre-François Swiri, ancien professeur dans plusieurs universités, au Japon, en Suisse et en France, qui est un maître des études japonaises, a donné récemment 2 beaux livres jumeaux consacrés à ces personnages qui ont envahi notre imaginaire, celui de la littérature, du cinéma, de la télévision et même des jeux vidéo. Il y restitue la complexité d'une double évolution dans les faits et dans les représentations. Les samouraïs ont incarné à partir du XIIe siècle de notre ère un système selon lequel put se déchaîner une rare violence, y compris contre eux-mêmes, une violence qui n'en était pas moins strictement codifiée. Plus tard, ils ont su, jusqu'à la fin du XIXe siècle, rejoindre la nouvelle bourgeoisie en s'imposant in extremis comme des administrateurs et des lettrés. Quant aux ninjas, l'opprobre ou le mépris qui les entourait en leur temps, comme hommes de main, vauriens, voleurs et incendiaires, ont fini par laisser place, dans les magasins de jouets et sur les écrans de la jeunesse, à des personnages dont les ruses et les habiletés suscitent souvent aujourd'hui une joyeuse adhésion. Pierre-François Swiri va nous aider à comprendre quels éléments de leur histoire réelle ont pu, des 2 côtés, favoriser leur puissant essor ultérieur dans l'ordre du fantasmatique. S'il y a parmi vous un vassal des seigneurs de Rokuhara qui veut se battre avec moi, qu'il s'avance au galop afin de prendre la mesure de mon adresse. Ainsi parla-t-il, et tirant de son fourreau un sabre long de 3 pieds et demi, il l'éleva devant son casque comme pour se protéger des flèches. Et les 2 armées cessèrent de se battre afin de regarder ce samouraï dont l'esprit combatif était celui d'un homme capable de tenir tête à 1000 soldats. Sur quoi un vieux guerrier d'environ 50 ans s'avança d'entre les rangs de l'armée de Rokuhara, vêtu d'une armure à lacets noirs et coiffé d'un casque avec un protège-nuque à 5 lames. Il chevauchait un cheval de couleur noisette, orné de pompons bleus, et d'une voix puissante, il cria son nom. Bien que je sois un homme stupide, j'ai servi de nombreuses années en tant que commissaire du gouvernement militaire. Et bien que je sois d'un rang inférieur et puisse paraître un piètre ennemi à vos yeux, je descends de la famille du général Toshihito, une famille qui, pendant plusieurs générations,
a suivi la voie des guerriers. J'appartiens à la 17e de ces générations, moi, Saito Genki. Pourquoi devrais-je chérir la vie dans cette bataille qui doit décider du sort de nos deux armées? S'il doit y en avoir d'épargnés, qu'ils disent à leurs fils et leurs petits-fils combien mon combat fut loyal. » Comme ils parlaient, les deux adversaires galopèrent en avant, et en entrechoquant leurs manches, ils s'agrippèrent l'un l'autre furieusement, jusqu'à ce qu'ils tombent de leur cheval. Étant le plus fort, Shidara bondit sur Saito et s'apprêtait à lui trancher la tête, lorsque Saito, avec agilité, frappa de bas en haut et atteignit Shidara par 3 fois. C'étaient véritablement 2 puissants combattants qui, même dans la mort, ne relâchèrent pas leur prise, mais se percèrent l'un l'autre de leurs sabres et s'étendirent mutuellement sur le même oreiller. Pierre-François Souéry, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Votre science a sûrement reconnu un extrait du Taïeiki. C'est un récit sur les années de 1318 à 1368, qui est ici diffusé dans la matinée des autres, de Jacqueline Kellen, sur France Culture, le 19 octobre 1993. J'ai souhaité nous entraîner d'emblée dans l'ambiance du temps. Oui, alors en effet, le Taïeiki est une des principales chroniques qui nous permettent de connaître les guerres civiles qui éclatèrent au milieu du XIVe siècle. Taïeiki signifie en japonais la grande paix, chronique de la grande paix, ce qui est une sorte d'humour, d'ironie en tout cas, puisqu'il ne raconte que des guerres. Mais ce texte est à la fois un texte à vocation littéraire et à vocation historique. Enfin, les historiens peuvent l'utiliser, même si par moments les descriptions qui sont données sont fortement exagérées. Pour nous, ça évoque un peu les Horaces et les Curiaces qui vont se battre à la place de l'armée. Oui, c'est un peu ça, mais des épisodes de ce genre, justement, ont été extrêmement rares dans cette histoire, et l'épisode est un peu mis en avant ici, mais en réalité, les armées s'affrontaient, et des combats singuliers au nom des autres, il n'y en a pas eu beaucoup. Nous allons voir cela de plus près, mais auparavant, je voudrais que vous nous disiez quels ont pu être les rapports entre ces 2 catégories que nous considérons aujourd'hui, d'un côté les samouraïs et de l'autre les ninjas. Il s'agit de choses très différentes en réalité. Donc les samouraïs ou guerriers sont un groupe social qui est né dans le Japon du Xe siècle, XIe siècle, qui s'est imposé à la tête de l'État à la fin du XIIe avec la mise en place d'un gouvernement, le gouvernement du shogun, le shogunat. Et ce groupe social, selon les époques, représentait entre 5 et 7% de la population, ce qui veut dire qu'il s'agissait à la fois d'une couche dominante et d'une couche moyenne. Et ces hommes, donc, étaient relativement lettrés, enfin, au Moyen-Âge pas tellement, mais à l'époque d'Edo, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ils l'étaient vraiment. Et ils ont joué le rôle d'administrateurs, et ils ont maintenu, c'est un peu paradoxal, mais tout en étant des guerriers, ils ont maintenu le pays en paix pendant 2 siècles et demi, entre le début du XVIIe siècle et le milieu du XIXe, avec l'arrivée des canonnières américaines. Marc Bloch et d'autres historiens, notamment Marc Bloch, qui a travaillé sur les structures de la féodalité, a rapproché le cas du Japon du cas occidental, alors que ces 2 mondes étaient à l'époque séparés l'un de l'autre. Et dans un de vos livres, d'ailleurs, vous retrouvez cette idée de féodalité, et on reprend même l'expression de Moyen-Âge. Ouais. Oui. Alors c'est une constante. Alors, à vrai dire, dès l'arrivée des Occidentaux, des Portugais, au XVIe siècle au Japon, ils ont fait la comparaison entre la société japonaise et la société occidentale, ce qu'ils ne faisaient pas du tout quand ils arrivaient dans les sociétés musulmanes ou dans le cas des Espagnols en Amérique. Très vite, ils ont dit « Ah, au Japon, il existe, comme chez nous, des ducs, des comtes, des chevaliers. Il existe, comme chez nous, des villes libres. » Ils pensaient évidemment, du côté japonais, à Sakai et à Hakata, et du côté occidental, à Venise, Gênes, Florence. Et cette comparaison a été immédiate et n'a pas cessé jusqu'au XIXe siècle, puisqu'au XIXe siècle, quelqu'un comme Karl Marx, par exemple, reprend cette idée en disant qu'au Japon, il y a une société féodale et que si on veut comprendre ce que c'est que la féodalité occidentale, il n'y a qu'à se rendre au Japon et on comprendra tout de suite. Et aujourd'hui, cette idée est encore agréée ? Aujourd'hui, cette idée n'est pas totalement évacuée parce que, effectivement, si on regarde les choses sans lunettes idéologiques, il y a effectivement
des traits de comparaison possibles entre la société japonaise médiévale, en tout cas, et la société occidentale. Pour ce qui est de l'époque d'Edo, c'est-à-dire les siècles plus récents, c'est très discutable. Mais en tout cas, pour le Moyen-Âge, on retrouve donc cette structure de la classe guerrière, des samouraïs, organisée en vassalité, avec un suzerain, des vassaux, le fief, en récompense de la guerre, enfin du service militaire dû par le vassal à son suzerain. La seigneurie, c'est-à-dire que sur son fief, le samouraï possède le droit de justice et de police. Donc, toute chose avec un régime de petite propriété paysanne, toute chose qui ressemble effectivement à ce qui se passe en Occident. Avec aussi une tension par rapport à l'État central qui ne cesse pas de souhaiter mettre sa main sur ce monde. Effectivement, avec une tension avec l'État central, de même qu'il y a une tension permanente entre les guerriers occidentaux et l'Église. Donc on retrouve effectivement des structures qui sont assez proches, et encore une fois, pour les gens de l'époque, ceux du XVIe siècle, qui arrivaient d'une société féodale, eh bien la comparaison s'est imposée immédiatement. Alors pour ce qui concerne les ninjas, c'est tout à fait différent. Les ninjas sont, d'abord on les appelait des shinobi à l'époque, le mot ninja est un mot récent japonais. Les shinobi étaient donc des mercenaires en réalité, des gens issus de milieux très populaires qui étaient utilisés pour l'essentiel dans, on va dire, 90% des cas, comme informateurs, comme espions donc en quelque sorte. Et ceux-ci se sont représentés que quelques milliers de personnes au maximum au XVIe siècle. Et dès le retour de la paix, au début du XVIIe, la plupart de ces anciens ninjas, ces shinobi, ont disparu, enfin les textes n'en parlent plus. On peut penser qu'ils ont réintégré le rang de la population ordinaire, roturière, paysans, commerçants, marchands, etc. D'un côté des guerriers farouches et brutaux et souvent cruels, de l'autre des personnages qui se déguisent pour espionner pour l'essentiel, des saltimbanques, qui se déguisent en diseurs de bonne aventure, éventuellement en moine errant, en colporteur, en mendiant. Ils sont obligés d'avoir des couvertures, comme on dit, ou de se construire une légende, comme on dit maintenant aussi, en se transformant, ou peut-être en étant ce qu'ils étaient à l'origine, c'est-à-dire de saltimbanques. Ils restent saltimbanques, mais aussi informateurs. Ou moines itinérants, mais aussi informateurs. Et ils sont utilisés par les samouraïs d'un côté, le pouvoir central de l'autre. Alors ils sont utilisés par les seigneurs, comme auxiliaires en fait, pour avoir des informations, puisque le pays est en guerre civile, des guerres seigneuriales permanentes au XVIe siècle, donc pour avoir des informations sur l'ennemi ou sur le voisin même simplement, avec lequel on est en paix, pour évaluer ses intentions, parce qu'il y a des retournements d'alliance en permanence. Et ces gens-là donc sont au service d'eux et ils sont payés comme tels. Et puis une fois que leur mission est terminée, ils rentrent chez eux. On leur donne jamais une terre ou quoi que ce soit, jamais un fief, parce que ce sont des cutéreux en quelque sorte, ce sont des va-nu-pieds, des pauvres diables. Et alors les textes en parlent très peu. C'est un des problèmes auxquels je me suis heurté en écrivant ce livre, c'est que... On est plus libre en même temps quand on a peu de sources, n'est-ce pas ? L'imagination peut courir. Oui, mais les sources sont très, très... Enfin, disons, elles existent, mais elles répètent toujours la même chose. Je dis ça pour sourire. Oui, j'ai bien compris. Dans le cas des samouraïs, on constate à vous lire une tension constante liée à la transmission des biens. D'un côté, le désir de perpétuer le rassemblement de la terre au profit de tel ou tel descendant, et de l'autre, la nécessité de diviser, donc éventuellement d'élargir son fief. Voilà, alors je me suis beaucoup intéressé, moi, au pourquoi de cette violence dans la société médiévale japonaise. D'abord, il faut savoir que cette violence a choqué l'aristocratie de cour, mais aussi les couches populaires. Les samouraïs étant des personnages qui terrifiaient, en fait, qui étaient terrifiants, qui répandaient la terreur autour d'eux. Et plus ils répandaient la terreur, plus ils en étaient eux-mêmes fiers. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que les aristocrates de cour, enfin la cour impériale à Kyoto, les considèrent comme des barbares. Il y a des textes qui disent ce sont les Xiongnu de la Chine. Les Xiongnu, ce sont les Huns, donc les Mongols, si vous préférez. Avec un déchaînement de violence dont les exemples sont multiples et impressionnants. Déchaînement de violence. Les historiens se sont évidemment intéressés. Certains disent ils sont pires que les yakuza aujourd'hui, c'est-à-dire les gangsters. Je vois qu'un moine du XIVe siècle, Yoshihide Kenko, dit qu'ils ont un mode de vie éloigné de toute humanité. Oui, ils étaient détestés et craints évidemment en même temps.
par toute une partie de la population. Alors, le pourquoi de cette violence, il est pas simple, on peut pas expliquer ça en 3 minutes, mais il y a un problème de fond qui est lié à la propriété foncière, au fief, en fait. Parce que le système japonais ne connaît pas la primogéniture mâle, d'une part, et d'autre part, c'est un système qui est polygame. Il y a l'épouse officielle, la concubine officielle, deuxième concubine, troisième concubine, éventuellement des maîtresses. Et les bâtards ont droit à l'héritage ? Et l'adoption est possible. Donc on peut adopter le fils d'une de ses concubines ou de ses maîtresses. On peut aussi adopter un neveu, un cousin, enfin un proche, quelqu'un qu'on admire. Et donc du coup, il y a à chaque fois, à chaque génération, un problème de succession. Qui va devenir le successeur du patriarche, en quelque sorte, du seigneur en titre? Et c'est lui qui, avant de mourir, désigne son successeur. Et ça ne se fait pas sans heurts, sans tension. Et ces tensions peuvent être l'origine de factions à l'intérieur donc du groupe seigneurial qui déclenchent, à la mort du seigneur, un conflit, une guerre privée en quelque sorte. On a beaucoup connu le même phénomène au temps de notre propre Moyen-Âge occidental. Je pense, nous parlions d'Aliénor, sa descendance aussi s'est beaucoup affrontée. Oui, c'est une. Mais là, disons que c'est systématique dans le cas japonais et qui s'aggrave avec un autre phénomène, qui est le fait que lorsque l'héritage, lorsque le patriarche, le seigneur donc décède, son fief est divisé en une partie principale, en gros la moitié qui revient à son héritier officiel, et le reste des terres sont répartis entre les cadets et même les filles. Ce qui fait qu'à chaque génération, le fief se rétrécit. Et il faut réagir ? Il y a 2 manières de réagir. La première, c'est de défricher de nouvelles terres, ce qui est à peu près le cas entre le Xe et le XIIe siècle. Il y a de la place compte tenu de la démographie ? Il y a de la place compte tenu de et des technologies de l'époque. Mais à partir du XIIe siècle, il n'y a plus de terres possibles à défricher, parce qu'on est face au Japon, comme vous savez, il y a des montagnes, et les terres ne sont pas rentables. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On se fait la guerre entre frères, entre cousins ou entre voisins. Et on a donc des guerres privées en permanence. Et ces guerres privées se structurent, si je puis dire, en grandes coalitions vassaliques qui finissent par s'affronter l'une l'autre. La coalition gagnante s'emparant évidemment des biens de ceux qui ont été vaincus. Et c'est là que revient la question de la violence contre soi-même. C'est-à-dire que le guerrier vaincu perd sa terre, perd son château, évidemment, sa résidence. Sa femme devient la femme de son vainqueur. Et ses enfants sont élevés par le vainqueur. Et prennent le nom du vainqueur. Et pourront éventuellement succéder au vainqueur. Et lui, il n'a plus aucune solution. La fuite, mais pour fuir où et comment ? Alors, il y en a quelques-uns qui se sont effectivement enfuis, ont disparu, donc on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, puisqu'il n'y a plus de source. Mais la plupart préfèrent se suicider. Pour évoquer cette relation des samouraïs avec la mort, qui a été mise en doctrine par un certain nombre d'auteurs, écoutez cet extrait du Yagakure de Yamamoto Tsunetomo, qui a vécu entre 1659 et 1719. Cet extrait a été diffusé dans la matinée des autres sur France Culture le 19 octobre 1993. Et puis vous nous direz ce que c'est que le Hagakure. Bushido signifie la volonté déterminée de mourir. Quand tu te trouveras au carrefour des voies et que tu devras choisir la route, n'hésite pas. Choisis la voie de la mort. Ne pose pour cela aucune raison particulière et que ton esprit soit ferme et prêt. Quelqu'un pourra dire que si tu meurs sans avoir atteint aucun objectif, ta mort n'aura pas de sens, ce sera comme la mort d'un chien. Mais quand tu te trouveras au carrefour, tu ne dois pas penser à atteindre un objectif, ce n'est pas le moment de faire des plans. Tous préfèrent la vie à la mort. Et si nous nous raisonnons, ou si nous faisons des projets, nous choisirons la route de la vie. Mais si tu manques le but, et si tu restes en vie, en réalité tu seras un couard. Ceci est une considération importante. Si tu meurs sans atteindre un objectif,
Ta mort pourrait être la mort d'un chien, la mort de la folie. Mais il n'y aura aucune tache sur ton honneur. Dans le Bushido, l'honneur vient en premier. Par conséquent, que l'idée de la mort soit imprimée dans ton esprit chaque matin et chaque soir. Quand ta détermination de mourir en quelque moment que ce soit aura trouvé une demeure stable dans ton âme, tu auras atteint le sommet dans l'instruction du Bushido. Qu'est-ce que le Bushido, Pierre-François Sourier? Qu'est-ce que ce texte signifie? Il est très célèbre au Japon. Alors ce texte a une histoire que je vais essayer de vous raconter brièvement. S'il vous plaît. Mais avant de parler de ce texte, je voudrais dire 2 mots sur le Bushido. Le Bushido, c'est la voie du guerrier. C'est un terme qui apparaît très tardivement, à la fin du XVIe siècle, et qui remplace d'autres manières de désigner les choses, qui renvoient à l'entraînement, aux pratiques des guerriers, des samouraïs dans l'art de la guerre. Aucun texte théorique ne définit le Bushido. Il n'a jamais été défini. Donc en fait, on en parle, mais on parle de quelque chose qui est très, très vague en réalité. Et les premières tentatives de rationaliser le Bushido datent de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire après la disparition officielle des samouraïs qui disparaissent après la révolution Meiji en 1868. C'est plaqué après coup. C'est plaqué après coup. Alors, le terme, évidemment, courait au cours du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, et renvoie à une forme de tension qui existe au sein de la classe guerrière, puisque le nouveau régime shogunal, donc celui des Tokugawa, qui existe donc depuis le début du XVIIe siècle, tente à faire des guerriers non pas des hommes d'armes, mais des administrateurs, des fonctionnaires de fief, de seigneurie, voire des lettrés, médecins, enseignants, etc. Le shogun, c'est? Le shogun, c'est le monarque, en fait. Donc effort de recentralisation. Voilà, un effort de centralisation et de civilisation des guerriers pour faire en sorte que ces gens soient moins brutaux, moins grossiers. Et le Bushido, d'une certaine façon, renvoie à cette grossièreté que le régime essaie de supprimer. Et dans les années 1640, naît une mode assez invraisemblable qui consiste pour les guerriers, pour montrer leur fidélité à leur seigneur, de se suicider à la mort de celui-ci pour partir avec lui dans l'au-delà. Comme les femmes des seigneurs indiens, nous dit-on, se jetaient sur le bûcher mortuaire de leur Exactement. De leur mari. Sauf que là, c'est une démarche volontaire et que le shogunat est terrifié, consterné par cette pratique, l'interdit et oblige les seigneurs, les daimyos, donc qui laisseraient leurs vassaux se suicider, il leur confisque leurs terres. Donc ça devient tout à fait sérieux et il y a une répression contre cette pratique qui du coup disparaît. Et ce Yamamoto Tsunetomo arrive donc au tout début du XVIIIe siècle dans cette situation. C'est-à-dire que lui, il est on va dire, réactionnaire au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il voudrait revenir à ses anciennes pratiques, mais il ne peut pas. Il dit sans arrêt qu'il aime son seigneur, mais qu'il ne peut pas l'accompagner dans la mort. Mais à ce propos, faut-il dire harakiri ou seppuku? À vrai dire, c'est la même chose. Seppuku, c'est la manière élégante de désigner la pratique, en s'appuyant sur une lecture sino-japonaise des caractères chinois, des idéogrammes. Et harakiri, c'est la manière, disons, simple de dire la chose. Mais les Japonais emploient maintenant systématiquement le terme seppuku et jamais harakiri, qui est maintenant, de fait, une expression utilisée par les Occidentaux. Plus chic en somme, plus lettré. Voilà. Revenons à ce texte séminal, essentiel. Hagakure. Ce texte, qui signifie d'ailleurs un titre assez énigmatique, qui signifie caché parmi les feuilles, donc est rédigé par ce samouraï, dans lequel il explique, j'ai compris que la voie du guerrier, c'est d'apprendre à mourir. Il ne peut plus se suicider à la mort du Seigneur, donc il met en avant cette espèce de... Enfin, il dit la mort, c'est essentiel, etc. On continue à esthétiser la mort. Donc on esthétise la mort. Et il offre donc ce texte, donc non pas à son Seigneur, mais au fils de son Seigneur, puisque son Seigneur est mort, justement. Et le fils du Seigneur, donc le nouveau Seigneur, regarde ce texte, est complètement affolé, et décide de ne pas le publier, et de le conserver donc dans les archives des greniers du château. Il a ressurgi quand? Alors ce texte a été oublié, et donc jamais lu, à l'époque des samouraïs, donc, et il est ressurgi lorsqu'un érudit l'a découvert en 1907.
au lendemain de la guerre russo-japonaise. Cet érudit l'a publié. Alors il y a des discussions sur savoir si c'est vraiment le texte qu'il a publié ou s'il l'a pas un peu arrangé, mais enfin peu importe. Mais le texte a été publié donc au tout début du XXe siècle. Et là, il a connu un succès, notamment dans les cercles militaristes et les cercles d'officiers, qui lisaient ça et recommandaient la lecture de ce texte, donc dans les années 30. Le texte a été immédiatement interdit par les Américains en 1945, censuré, interdit de publication. Mais lorsque le Japon est redevenu indépendant, évidemment, on l'a republié et il est connu aujourd'hui. Mais c'est un texte qui n'a eu un rôle historique que avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une destinée posthume. Une destinée posthume tout à fait inattendue. Mais néanmoins, on peut y trouver un reflet d'un certain nombre de sensibilités remontant à l'époque où il a été écrit. Oui, mais des sensibilités exacerbées, puisque le Seigneur lui-même a trouvé ce texte aberrant, en quelque sorte. Et a eu peur de le publier, probablement, parce qu'il s'est dit on va avoir des problèmes avec les autorités shogunales. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Pierre-François Souiri, à vous lire, on comprend qu'il y a en gros 2 phases dans l'histoire des samouraïs, celle que nous venons d'évoquer à loisir, et puis le moment où progressivement ils entrent dans la bureaucratie, dans une certaine sorte de bourgeoisie, si on emploie un terme occidental. Oui, alors le grand phénomène très important, c'est la mise en place du shogunat des Tokugawa au début du XVIIe siècle, qui impose enfin la paix civile. Et à partir du moment où la paix est revenue dans le pays, les samouraïs se retrouvent dans une situation de purs serviteurs de leur seigneur. Alors évidemment, ils sont rétribués en tant que tels. Leur sabre est au chômage. Mais leur sabre est au chômage, et d'ailleurs leur sabre devient un symbole de leur distinction en quelque sorte, puisqu'ils ont le droit de porter le sabre dans la rue, enfin quand ils sont dehors de chez eux. Mais en même temps, le sabre ils ont l'obligation de faire en sorte que ce sabre soit retenu par une corde, de façon à ce qu'on puisse pas le dégainer sur un coup de colère, en quelque sorte. Parce que si on dégaine sur un coup de colère, contrairement à ce qu'on disait, on était quand même arrêté et jugé. C'est-à-dire qu'il y a une histoire célèbre, c'est 2 samouraïs qui traversent un pont relativement étroit, et il pleut, ils ont chacun leur parapluie. Donc les baleines de parapluie se heurtent, ce qui est évidemment quelque chose d'extrêmement grave pour l'honneur d'un samouraï, et donc ils se défient à partir de là et se battent en duel. Certains duels en Europe au XIXe siècle ne sont pas nés de circonstances moins futiles. Certainement. Mais là, du coup, les autorités interviennent et punissent, dans ces cas-là, les 2 participants au combat. Le drame se dissout dans le dérisoire. Voilà. Et il n'y a pas donc de responsable de la querelle. On l'ignore. Les 2 sont responsables de la même manière. C'est une pratique qui a pour but, évidemment, de supprimer la violence personnelle, interpersonnelle, et la violence, les guerres privées, tout simplement, et les vendettas. Il y a des personnages qui paraissent souvent dans la littérature et désormais dans le cinéma, ce sont les Ronin. Alors, les Ronin sont, justement, au moment donc où la paix revient, les guerriers, les seigneurs plutôt, ont une pléthore de samouraïs avec eux, qu'ils doivent payer. Qu'en faire et ça coûte cher. Ça coûte cher parce que les samouraïs doivent être rétribués. Et donc, ils licencient une partie de leur personnel, si je puis dire, qui devient donc ronin, c'est-à-dire mot à mot, guerrier sans maître, sans suzerain. Situation dégradée qui d'ailleurs crée des problèmes dans la société parce qu'ils se mettent à devenir des errants. Voilà, donc dangereux. Ils sont d'ailleurs ronin signifie errant précisément. Et donc ils cherchent par tous les moyens à recouvrer leur ancien statut. Donc ils inventent une série de pratiques pour essayer d'être récupérés. En particulier, ils se lancent dans des combats au sabre. Ils se défient mutuellement pour avoir une réputation telle qu'on les reconnaisse et que donc un seigneur leur donne par exemple la responsabilité de son école d'arts martiaux, de sabre, son école personnelle en quelque sorte. Et ce qui leur permettrait de réintégrer le groupe des samouraïs, mais la plupart redeviennent tout simplement paysans, artisans, commerçants, voire gangsters. L'histoire des 47 Ronin a continué d'irriguer la littérature japonaise dans les siècles qui ont suivi. Oui, alors c'est une affaire incroyable, mais ça a évidemment beaucoup inspiré les auteurs de théâtre au XVIIIe siècle.
Kabuki. De Kabuki, de Bunraku, donc le théâtre de poupées, et plus tard au 19e, au 20e siècle, de romans, de films, de mangas, etc. Ouais. C'est une histoire très connue au Japon, bien sûr. Et éclairante finalement sur ce monde. En tout cas sur sa représentation ultérieure. Voilà, donc le seigneur du fief d'Ako, Asano, donc, est moqué par le chef du protocole du shogun en public. Et après avoir subi plusieurs humiliations, il dégaine son sabre et blesse Killa, qui est donc le chef du protocole. Et dans le palais du shogun, c'est particulièrement insupportable. Et dans le palais du shogun, c'est absolument exclu qu'on puisse faire couler le sang et a fortiori blesser un fonctionnaire du shogun. Donc, sans vouloir savoir ce qui s'était passé exactement, le shogun décide donc qu'Asano se fera donc seppuku le soir même. Ce qu'il fait, et donc le fief est donc complètement dispersé, les vassaux sont dispersés, licenciés. C'est-à-dire que la peine n'est pas simplement contre le seigneur, mais aussi contre l'ensemble de sa vassalité. Et donc, les vassaux du seigneur se dispersent, font la fête, font n'importe quoi, on les voit dans les auberges, en train de boire, etc. Et en fait, ils sont en train de comploter en réalité pour aller assassiner Killa, donc le responsable donc, de l'humiliation de leur seigneur. Et donc, à peu près un an plus tard, par un soir de neige, ils prennent d'assaut la résidence de Killa. Ils sont 47. Ils prennent d'assaut la résidence de Killa et, sans essuyer la moindre perte, tuent ses gardes et finissent par trouver Killa, qu'ils tuent. Violence tout à fait symbolique de ces équilibres. Coupe la tête de Killa, ils vont la déposer sur la tombe de leur maître qui s'était lui-même suicidé donc un an plus tôt. Vous marquez dans votre ouvrage consacré aux samouraïs, Pierre-François Souiry, vous montrez que, au fond, ils ont continué à exister comme bureaucrates, mais que leur différence finit par se dissoudre au début du XXe siècle. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où la paix civile est rétablie au début du XVIIe siècle, les samouraïs deviennent non plus des guerriers qui font la guerre, comme c'était le cas dans le Japon médiéval, mais des administrateurs de fiefs, des intendants, des spécialistes des finances, des spécialistes des impôts, de la fiscalité, etc. Leurs ancêtres auraient été stupéfaits de cette évolution. Oui, mais du coup, l'arme n'est plus essentielle, elle devient un symbole. Donc, ces samouraïs devenus administrateurs et bureaucrates, donc, sont plus versés dans les lettres et la comptabilité, si je puis dire, que dans les arts martiaux en tant que tels. Mais ils maintiennent quand même, parce qu'ils savent qu'ils font partie de cet ordre social des guerriers, ils maintiennent l'entraînement physique, et c'est d'où l'importance des écoles d'arts martiaux qui surgissent à cette époque-là, que ce soit, pour l'essentiel d'ailleurs, des écoles de kendo, c'est-à-dire de sabre. Il y a encore aujourd'hui des Japonais qui ont la fierté de descendre des samouraïs, ou tout ça c'est complètement dissous dans la société ? Alors, dans certains milieux, on entretient encore le mythe de l'arrière-grand-père samouraï, mais ça disparaît petit à petit dans la société. Moi, la plupart des collègues à qui j'en parle, et je leur dis, mais tu sais, si tu avais un ancêtre samouraï, il me dit, non, j'en sais rien. Ça, c'est quand même perdu. L'ordre des samouraïs, en tant que tel, a été dissous dans les années 1870, donc ça fait maintenant 150 ans presque. Oui, 150 ans. Concordance des temps. Pierre-François Souiry, on peut retrouver une autre catégorie un peu marginale par rapport à la société, inquiétante pendant longtemps, réjouissante aujourd'hui, je veux dire vos chers ninjas. Oui, mais alors les ninjas, ce sont donc des personnages un peu différents, puisque ce sont des gens qui viennent de la roture, de la plèbe. Ce sont des va-nu-pieds, et c'est la raison pour laquelle il y a peu de textes les concernant, parce que les textes à l'époque, au XVIe siècle, sont écrits par des guerriers ou des moines, qui n'ont aucun intérêt pour ces gens-là. Des marginaux, des ermites de montagne. D'où vient le mot ninja ? Ninja signifie ceux qui se cachent, ceux qui endurent, ceux qui souffrent. Donc ils sont informateurs plus que combattants.
Le problème, c'est que les textes qui nous parlent des pratiques des ninjas sont des textes très postérieurs qui datent de la fin du XVIIe siècle, qui sont des textes qui sont un peu hagiographiques, il faut bien dire. Et il est très peu question de combat dans ces textes-là. Il est question de technique, de survie. C'est du survivalisme avant la lettre. Il est question de comment on fait pour s'introduire dans un château, comment on fait pour incendier un château, comment on fait pour s'enfuir. Parce que l'essentiel, c'est que lorsque l'on a récolté l'information, il faut la rapporter à son seigneur, sinon ça n'a aucun sens. Donc il ne faut surtout pas livrer combat, on risque de se faire tuer pour rien. Et donc on s'enfuit, donc les techniques pour s'enfuir, il faut toujours avoir une voie qui permette le retour chez son seigneur en vie, c'est l'essentiel. Donc la technique des ninjas, c'est une technique de survie. Mais vu d'aujourd'hui, évidemment, on ne peut qu'être fasciné par l'évolution de l'image des ninjas sombres donc dans ces périodes, ce genre de l'ombre, de la dissimulation et souvent de la perfidie, jusqu'aux ninjas d'aujourd'hui qui sont devenus habillés en noir avec leurs masques et leurs cabrioles, sont devenus des personnages positifs jusqu'au point qu'on en fait des chansons. C'est vous qui m'avez proposé cette chanson, oui. Pierre-François Souiri. Cette chanson consacrée aux ninjas en 2021. Nous n'allons pas la donner tout entière, car il faudrait que vous la traduisiez. Mais vous allez voir que le mot ninja revient. Qui date de 2021, sauf erreur, mais qui renvoie donc à cet aspect un peu ridicule et ludique, voire facétieux des ninjas, qui n'a rien à voir évidemment avec la réalité historique telle que j'essaie de la montrer. Ce qui est intéressant, c'est que dès le XVIIe siècle, c'est-à-dire quelques années après la fin des ninjas, la fin du rôle historique des ninjas pendant les guerres civiles du XVIe siècle, se met en place au théâtre le personnage du shinobi, du ninja, qui est un personnage noir au sens à la fois de son caractère et de son habit. Shinobi, c'est son premier nom. Shinobi, c'est la même chose, oui, c'est le même mot que ninja, mais prononcé à la japonaise. Et donc ces personnages sont décrits comme alors soit des magiciens qui font des tours de force, enfin ils disparaissent sur le théâtre, bien sûr. Qui jettent des sorts, ils jettent des sorts, ils sont censés se transformer en crapauds ou que sais-je. Et puis surtout, ils sont décrits comme des assassins, ce qui n'est pas tout à fait le cas du ninja historique. Et pour que le spectateur comprenne bien qu'il s'agit d'assassins et donc de méchants, on les habille en noir. Ce qui n'est pas tout à fait idiot, puisque les vrais voleurs dans les villes japonaises de cette époque-là, évidemment circulaient la nuit en noir. Pour qu'on ne les discerne pas. Pour qu'on les discerne pas. Donc le spectateur au kabuki, au théâtre, donc voyant ce personnage arriver sur scène habillé en noir, comprend tout de suite qu'il s'agit d'un méchant et donc d'un ninja. Et donc ce costume des ninjas est en fait un costume de théâtre. Vous le montrez très bien dans l'ouvrage que vous consacrez à ces personnages, aux ninjas, avec des reproductions en particulier de kabuki. Voilà. Et alors ces ninjas sont armés d'objets qu'on appelle des shuriken. Il en est question dans la chanson qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire des sortes d'étoiles en métal, enfin, peuvent avoir diverses formes, qui étaient lancées sur l'adversaire pour le blesser et protéger sa propre fuite. Sauf que ces shuriken, donc, il n'en est nulle part question dans les textes au XVIe siècle, et que par ailleurs, il y a des tentatives qui ont été faites dans le Japon d'aujourd'hui pour essayer de se servir de ces engins, ces objets plutôt. Pour les enfants, ça devient des objets en plastique. Pour les enfants, ce sont les objets en plastique qui sont absolument, qui n'ont aucun effet. Mais si on lance ces objets sur un individu avec des bords très aiguisés, effectivement, ça peut blesser. Ça peut pas tuer, mais ça peut blesser. Le problème, c'est que ça blesse autant celui qui le lance que celui qui le reçoit. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile à manier et ça ne peut être utilisé que quand on est attaqué. Par un samouraï, par exemple, armé d'un sabre. Quand un samouraï armé d'un sabre vous fonce dessus, vous n'avez pas trop le temps de sortir votre shuriken et puis de ne pas vous couper les doigts et de le lancer. Je regrette que nos auditeurs ne puissent pas vous voir faire les gestes adéquats. Et lorsque le shuriken est lancé, s'il n'atteint pas sa cible, vous risquez fort d'être massacré. Et dans le Japon d'aujourd'hui, il y a pas des écoles, mais des championnats, c'est un jeu de lancer de shuriken. Et on s'est rendu compte que même les plus habiles rataient leur coup une fois sur deux. Ce qui veut dire que c'est une arme qui n'est absolument pas efficace
et qui donc était probablement pas utilisée du tout. C'est probablement encore une arme de théâtre. Vous notez dans votre livre, Pierre-François Souris, que certains ninjas, ça doit être une minorité, ont cherché à devenir eux-mêmes samouraïs Alors la plupart des basse classe. Voilà, la plupart des ninjas du XVIe siècle, une fois les guerres civiles terminées, sont retournés à leur état d'origine, si je puis dire, c'est-à-dire probablement la plupart paysans. Mais un certain nombre d'entre eux ont réussi à se faire recruter par des daimyos, donc par des seigneurs, qui les ont utilisés non pas comme ninjas, mais comme en fait gardes du corps, responsables des escortes seigneuriales. Et ces hommes ont été donc intégrés à la vassalité du shogun, ou du daimyo d'ailleurs, comme samouraïs, mais de très bas rang. Et d'une certaine façon, ceux-là se sont intégrés donc à la catégorie des samouraïs, avec un rôle très particulier qui était donc garde du corps en réalité. Mais ça représente quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes, pas beaucoup plus. Le shogun avait mis en place autour de son château à Edo des groupes d'anciens ninjas devenus responsables de la garde, de la protection des portes à l'entrée du château. Et quand le shogun a laissé place à l'ère Meiji en 1868, ça n'a pas été l'avènement d'une ère particulièrement favorable à l'expansion des ninjas. Ben non, les ninjas ne servaient plus à rien, d'une certaine façon, donc ils ont disparu. De toute façon, les samouraïs ont disparu dans les années 1870, l'ordre a été dissous. Donc les ninjas qui étaient eux-mêmes entrés dans l'ordre des samouraïs ont eux-mêmes disparu avec les samouraïs. Quant aux autres, ils avaient disparu depuis déjà plusieurs siècles. Leur revanche posthume est dans le cinéma, finalement très contemporain. Leur revanche posthume est dans le cinéma. Ils apparaissent en particulier dans le film de James Bond de 1967 qui s'appelle « On ne vit que deux fois » et voilà qu'ils surgissent. On voit apparaître des ninjas habillés en noir qui essaient d'attaquer, qui sont donc habillés de manière typique. Comme des ninjas, avec leur costume noir, qui n'est pas un costume qu'ils utilisaient dans la réalité, évidemment. Au moment où tourne l'image des ninjas, on trouve l'émergence littéraire de personnages qui font un peu figure de Robin des Bois japonais. Oui, on a effectivement au début du XXe siècle une nouvelle collection de poches qui est mise en place avec des récits pour adolescents et jeunes adultes, dans lequel le ninja devient un personnage très différent de celui qui était montré au théâtre kabuki. Le ninja devient un personnage gentil, un personnage redresseur de tort, une sorte de Robin des Bois en effet. Sasuke. Le fameux Sasuke, mais quelques autres aussi. Et Sasuke devient en quelque sorte le prototype du néo, ce que j'aurais envie d'appeler le néo-ninja, c'est-à-dire un personnage sympathique qui évidemment est extrêmement doué dans le ninjutsu, sort toujours vainqueur des combats et séduit les femmes. À partir de là, donc on est tout à fait au début du XXe siècle, dans les années 1910, la tradition, cinématographique va s'emparer du ninja, mais cette fois-ci pour en faire un gentil, dans le personnage de gentil. Et puis, après-guerre, avec la télévision, apparaissent des séries dans lesquelles les ninjas sont systématiquement décrits comme des personnages un peu facétieux, un peu sympathiques, voire même drôles. Et dans les mangas, on a carrément l'émergence d'enfants ninjas. On passe finalement de la perversité à la joyeuseté. Voilà, donc le petit Hattori-kun par exemple, qui a fait la joie de générations entières de Japonais entre 1960 et 1990. Le petit Hattori-kun est un bébé ninja qui joue des tours, qui est facétieux, c'est un lutin quoi en quelque sorte. Ça plaît beaucoup. Et maintenant les ninjas sont un petit peu... ça a permis à Hollywood, par exemple, de sortir les fameuses Tortues Ninja, qui sont aussi des personnages facétieux et drôles. Ces samouraïs, ces ninjas, leur histoire posthume, de fait, est extrêmement éclairante sur les sensibilités contemporaines. Si je reviens aux samouraïs, on pense au film de Melville qui s'appelle Le Samouraï, où Alain Delon incarne un personnage au cœur sec, solitaire, d'abord hiératique, solitaire. Il est fidèle, sinon aux samouraïs, du moins à leur image telle qu'elle s'est développée. Oui, il y a une forme de... Oui, le cinéma occidental s'empare de la figure du samouraï telle qu'elle est imaginée. Un film de 1967, Le Samouraï. Oui. Et en même temps, c'est le succès en France de Kurosawa avec Les 7 samouraïs, de 1954. Oui.
Donc il y a le double, il y a le succès des films japonais qui relance en quelque sorte le personnage du samouraï, avec notamment le film de Kurosawa, Les 7 samouraïs, mais quelques autres aussi. Et on a l'utilisation par le cinéma occidental de la figure du samouraï dans des films qui soit n'ont rien à voir avec le Japon, comme le film Le Samouraï de Melville avec Alain Delon, soit comme plus tard, par exemple le film de Jim Jarmusch avec Forest Whitaker, donc qui s'appelle Ghost Dog, dans lequel Whitaker joue le rôle d'un tueur qui passe son temps à lire le Hagakure, par exemple. Le manuscrit dont je parlais tout à l'heure, consacré donc au Bushido, mais tout ça n'a plus rien à voir avec le Japon. C'est-à-dire que la culture japonaise, réincarnée dans le cinéma hollywoodien, se transforme en quelque sorte et se transmet avec des personnages qui n'ont plus rien à voir, que ce soit Alain Delon dans le film de Melville ou Whitaker, dans des personnages qui n'ont plus rien à voir avec le Japon. Ça, c'est assez intéressant. C'est une forme de soft power, comme on dirait précisément à Hollywood. Exactement. Le Japon a une forme de soft power que n'ont pas la Chine, la Corée ou d'autres pays de ce genre. Par exemple, les ninjas, c'est quand même assez extraordinaire. Tout le monde connaît le mot, personne ne sait très bien de quoi il s'agit. On fantasme à ce propos, et finalement, tout le monde en parle sans savoir de quoi il s'agit. C'est quand même assez fort comme phénomène. Il y a un événement qui a beaucoup frappé, notamment en Occident, c'est le harakiri, le seppuku de Mishima, l'écrivain qui s'est donné la mort en 1970. Et je voudrais vous donner à entendre cet extrait d'un magazine de la télévision de l'époque, un magazine de Jean-Marc Potier, sur la mort de Mishima, qui a été diffusé dans l'émission Objectif, l'ORTF, le 4 décembre 1970. Vous allez nous dire, Pierre-François Souiri, comment a été reçu cet événement au Japon et en Occident? Yukio Mishima, je suis écrivain et auteur dramatique. Je suis influencé profondément par l'Occident, mais je suis essentiellement traditionnaliste. Je suis aussi un samouraï par tempérament. 25 novembre 1970. Un millier de soldats, d'officiers, de civils ont reçu l'ordre de se rassembler de toute urgence. Ils doivent écouter un discours de l'écrivain Mishima Yukio. Du haut de son balcon, Mishima lance un appel à la révolte. Il faut réarmer, il faut changer la constitution imposée par les Américains et qui interdit au Japon de déclarer la guerre. Mais personne n'entend Mishima, il parle sans micro. On crie, on se moque de lui, on l'injurie. Alors, pour la dernière fois, Mishima regarde son public et crie « Vive Sa Majesté l'Empereur !» Il disparaît. Il revient dans le bureau du général que son commando a capturé et ligoté. Il n'a pas réussi à provoquer une révolte. Il faut donc mourir. Il se fait harakiri. Son meilleur ami lui tranche la tête et se fait à son tour harakiri. Mishima avait 45 ans, son ami 25. Mishima était fier de ses origines de paysan, de samouraï et de prêtre bouddhiste. À 24 ans, il se lance dans la littérature. C'est le premier roman, Confession d'un masque. C'est un scandale, car c'est un chant dédié à la Grèce antique et à l'homosexualité. Comme les samouraïs, Mishima voulait goûter à tous les plaisirs en artiste. Et comme les samouraïs, Mishima pratiquait les arts martiaux. Tout d'abord, le plus dangereux, le karaté, l'art de la main vide. Cet art de la main vide, c'est en fait l'art de transformer la main en poignard, les coudes et les pieds en tranchant de sable. Mais Mishima préférait avant tout le kendo, c'est-à-dire le combat au sabre, digne de la grande tradition des samouraïs. Mishima parlait visiblement très bien le français. Il faut que vous nous disiez, Pierre-François Souiri, ce qu'il y a de sincère, de traditionnel, de ce qu'il peut y avoir de folklorique dans cette mort ostentatoire. Bon, d'abord, il faut dire que Mishima est un immense écrivain. Et que c'est probablement, enfin, dans l'après-guerre, c'est sans doute un des plus grands écrivains japonais qui a été traduit en langue occidentale. Mais il avait des idées très arrêtées, notamment sur le passé du Japon.
Et il explique quelque part que le Hagakure était son livre de chevet. Le Hagakure dont on a parlé tout à l'heure était son livre de chevet et que lui se pensait comme un disciple du Bushido en quelque sorte. Et alors en 1970, il commet cet acte invraisemblable devant effectivement des soldats des forces d'autodéfense japonaises qui le conspuent en réalité. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit et puis bon, il le conspue et donc il décide de se suicider par seppuku ou harakiri. Et c'est la consternation générale au Japon. Parce que le Japon, depuis la fin de la guerre, essaie de se construire comme un État fondé sur une culture brillante, sur un idéal pacifiste, qui tourne le dos, ce Japon traditionnaliste et militariste, et le Japon des samouraïs, donc. Un régime parlementaire. Un régime parlementaire, bien sûr, et donc est axé sur la croissance économique. Et donc, cette affaire prend un coup de théâtre, en quelque sorte, dans les médias occidentaux aussi. Et les médias occidentaux reviennent sur le Japon, poursuivi par ses vieux démons, le seppuku, le bushido. La résurgence des samouraïs, voilà, précisément. La résurgence des samouraïs, enfin bon, bref, tout ce que le Japon voulait effacer revient, en quelque sorte, à la surface avec cette affaire. Et donc, d'une certaine façon, le Japon est complètement consterné. Il faut souligner quand même que depuis 1970, qui est un acte complètement isolé, les derniers vrais seppuku ont eu lieu en 1945, parmi les officiers qui se sont suicidés lors de la défaite. Mais depuis, il n'y a plus jamais eu d'acte de ce type dans le Japon d'aujourd'hui. Le reportage insiste à bon escient sur cette virilité affirmée, y compris et aussi sur l'homosexualité de Mishima. Nous n'avons pas parlé des femmes samouraïs ou des femmes ninjas, ça existait ? Alors pour ce qui est des femmes ninjas, elles existent dans le cinéma, mais elles n'ont jamais existé en réalité. Il n'y a jamais eu de combattante ou d'espionne, enfin peut-être d'espionne informatrice, ça c'est possible, mais en tout cas, de ninja femmes, non, ça n'existe pas. On va s'y résigner. Quant aux femmes, oui, il faut s'y résigner, oui. Et quant aux femmes samouraïs, bien sûr, ils ont eu des femmes, mais les samouraïs ont toujours été, si je puis dire, bisexuels, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois... Ils avaient des histoires d'amour avec d'autres hommes plus jeunes. D'ailleurs, le Hagakure le dit explicitement. Un jeune homme qui n'a pas connu l'amour d'un autre homme n'est pas un vrai homme. On peut rejoindre à cet égard la Grèce antique ? Tout à fait. C'est exactement la même chose. Cette idéologie qui naît donc au XVIIe, XVIIIe siècle, l'homosexualité est considérée comme la valeur suprême en quelque sorte. Non, pas l'homosexualité, la bisexualité est encore dans un rapport donc de maître à disciple en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que les seigneurs ont à leur disposition, si je puis dire, des jeunes pages qui les servent dans tous les sens du terme. Père François Souiri, eh bien je vais en venir pour finir à votre bibliographie, qui est impressionnante. D'abord, au centre peut-être, votre nouvelle histoire du Japon, impressionnante, parue récemment chez Perrin, où naturellement nos ninjas et nos samouraïs ont pleinement leur place, parmi une foule d'autres informations. Et je salue ce livre comme majeur. Vous avez également contribué à la belle collection dirigée par Joël Cornette chez Belin, un livre consacré à la période antérieure par rapport à celle que nous avons considérée aujourd'hui, des chasseurs-cueilleurs à Heian, avec également en collaboration avec Laurent Nespoulos. C'était une manière de prendre du recul ? Oui, c'est une manière aussi de parler d'une période de l'histoire japonaise qui est très très peu connue, hein, la préhistoire, la proto-histoire, le Japon archaïque. Le livre se porte de 36 000 avant notre ère, il faut dire notre ère parce que Jésus-Christ n'a pas grand sens au Japon, jusqu'à l'an 1000. Exactement. Et c'était une manière de réfléchir sur le rôle de l'archéologie dans l'écriture de l'histoire japonaise. Vous avez consacré à l'ère Meiji et à la suite, c'est-à-dire au tournant du 19e et du 20e siècle, vous avez consacré un livre qui s'appelait « Moderne sans être occidental », aux origines du Japon d'aujourd'hui. Je vous avais reçu d'ailleurs à ce propos.
Pierre-François Souiri. Oui, c'est un livre qui a pour objectif de montrer que la modernisation japonaise n'est pas que l'occidentalisation, et que la modernisation japonaise non seulement avait commencé avant l'arrivée des Occidentaux, mais qu'elle s'appuie essentiellement sur la pensée chinoise, ce qui peut être paradoxal à nos yeux. Mais disons que pendant toute la fin du 19e siècle et jusqu'au début, disons jusqu'aux années 1920, les Japonais qui sont à la tête de l'État, du gouvernement, les intellectuels, sont essentiellement des lettrés à l'ancienne, à la chinoise en quelque sorte. Et c'est eux qui pensent la modernisation du Japon et non pas du tout les intellectuels occidentalistes qui ont voyagé en Europe ou ailleurs, ou aux États-Unis. Et c'est en ça que c'est encore un nouveau paradoxe. Je salue enfin les deux ouvrages que vous avez consacrés aux samouraïs et aux ninjas, qui ont été les sujets de notre conversation d'aujourd'hui. Réédition de la collection Chant pour ce qui concerne les samouraïs, Histoire des samouraïs. Il y a sous la couverture un dessin tout à fait significatif de la vêture dont nous avons vu l'importance dans les extraits que nous avons donnés. Cette apparence a été fondamentale. Oui, parce que les samouraïs voulaient absolument montrer leur puissance, et leur puissance se manifestait bien sûr par l'aspect physique de leur vêture, mais aussi de leur cheval, qui était orné. Il s'agissait donc de faire une démonstration de force. C'est aux éditions Flammarion, cette réédition, d'un livre d'ailleurs très récent. Et puis enfin, je le remets au centre de notre bibliographie, l'histoire des ninjas, qui vient d'être publié chez Talandier, avec comme sous-titre « Hommes de main et espions dans le Japon des samouraïs ». Lien entre ninja et samouraï, ce n'était pas artificiel, nous avons tâché de le démontrer. Je voudrais enfin, parce qu'il ne faut pas rester uniquement sur votre œuvre, aussi considérable qu'elle soit, Pierre-François Souiri, évoquer le livre de Nathalie Kwame, « Naissance et affirmation du Japon moderne, 1392-1709 », dans la prestigieuse collection de la Nouvelle Clio, aux presses universitaires de France, parue en 2024. Cette bibliographie, déjà riche, vous la